Les ambassadeurs par Hans Holbein le Jeune, conservé à la National Gallery à Londres. De beaux grands formats presque carrés, 207 par 209 cm. Ce tableau est une énigme, un mystère, c'est une œuvre à clé. Tout est posé ici, extrêmement pensé. Rien ne semble laissé au hasard dans cette composition, cette mise en scène, et, j'insiste sur ces termes, un tableau est toujours un théâtre. Deux hommes à l'élégance recherchée, l'un à gauche appuyé sur la jambe gauche en léger décalé, le bras gauche nonchalamment posé sur la console qui le sépare du personnage de droite, ou plutôt le relie à lui. Le buste s'élargit avantageusement, le corps est présent sous la soie d'un rose fruité et voluptueux du pourpoint, jouant de contraste avec les velours et les fourrures d'un poids et d'une richesse ostentatoire. La chaîne d'or centre un médaillon de l'ordre de Saint-Michel au niveau de la taille. D'or aussi le fourreau de la dague dans la main gauche. Un homme amène, sûr de lui, et bien campé sur une prospérité physique et économique. Je dirais qu'a priori, il s'agit du commanditaire de l'œuvre, assez riche et amateur, connaisseur d'art pour s'offrir les services virtuoses d'un portraitiste renommé, portraitiste d'Henri VIII lui-même. À droite se tient quasiment de face un autre homme plus étroit des épaules, plus petit, presque en retrait, moins à l'aise dans l'encadrement du tableau. Le peintre semble vouloir lui ménager moins d'espace. D'ailleurs, tout est contenu chez lui, les yeux sont mi-clos, la bouche bien serrée, presque sans lèvres, la barbe sombre, courte, le col raide d'amidon, en serrant le cou, le pourpoint noir, le manteau sombre, croisé, réduisant le corps à une masse dépourvue de coquetterie et de sensualité. Et les mains ne plaisantent pas, serrées sur les gants, sur le revers du manteau, comme pour signifier « Je suis un homme pressé, je suis un homme à secret, je suis en visite, je ne fais que passer, les affaires m'appellent. » Riche lui aussi, c'est certain. Manteau d'un damas précieux doublé de visons dorés. Donc, la jouissance, le voluptueux à gauche, la modestie, l'austérité à droite, l'un chez lui, l'autre invité. Un double portrait, donc, de caractères sans aucun doute différents, mais certainement deux amis, deux hommes qui s'estiment, reliés l'un à l'autre dans cet espace frontal, ouvert vers le regard et le pinceau du peintre, reliés par ce meuble recouvert d'un confortable tapis oriental. Un meuble chargé d'un nombre étonnant d'objets, disposés de telle sorte qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'ils signifient quelque chose. Ils parlent d'eux-mêmes, ces objets, ils discourent, permettant aux protagonistes de cette aventure de rester muets, de se concentrer sur la pose à tenir. Un portrait d'amitié et de respect. Jean de Dinteville, à gauche, me fait penser à François Ier peint par François Clouet quelques années auparavant. Même stature monumentale et noble d'un personnage de pouvoir civil, oui. Jean de Dinteville, bailli de Troyes, seigneur de Polésie et ambassadeur de France. Il porte le même médaillon de l'ordre de Saint-Michel que François Ier. Georges de Selve, à droite, évêque de Lavaur, lui aussi ambassadeur de France. Donc, pouvoir civil et pouvoir religieux. Je pense à un autre tableau célèbre, à l'autoportrait avec un ami, ou double portrait, une œuvre de Raphaël, aujourd'hui présentée au Louvre-Lens. L'atmosphère est semblable, même si elle est moins chaleureuse et moins intime, moins à l'italienne. Quelle est la fonction d'un portrait tel que celui-là ? Holbein est chargé, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que témoin de l'événement qu'est cette rencontre, Holbein est chargé de fixer les psychologies par les postures, par les vêtements, par les objets,
par le décor, par la composition, par l'essentiel langage de la peinture, c'est-à-dire une toile, des pinceaux et des couleurs. Lourde charge, très lourde charge s'il en est. L'erreur ou l'à peu près ne sont pas permis, car c'est un portrait d'apparat, de satisfaction de soi et socialement nécessaire. Mais encore, ces deux hommes, comme Montaigne et la Boétie pourraient nous dire, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais cela ne suffit pas à Jean de Dinteville, car il a payé Holbein très cher. Le peintre lui doit, et nous doit, des explications. C'est alors que ce que nous allons appeler une nature morte intervient dans le scénario. Nous y voilà, un rideau de fond tiré, deux hommes vivants, en chair et en os, si je puis dire, car le peintre se doit de faire plus vrai que la nature elle-même, et entre eux, une pièce montée d'objets inanimés à qui l'on demande s'ils ont une âme. Une pièce montée de toutes pièces, bien au centre de la composition, entre les deux amis. La perspective est sévère, droite, courbe, diagonale, lumière, ombre, fermé, ouvert, étagement des plans, géométrie rigoureuse, symétrie du dallage qui rappelle le pavement de la basilique cathédrale Saint-Marc, association des couleurs complémentaires dominantes, le rouge et le vert. Que veut-on nous faire comprendre maintenant et pour toujours? Le message est d'importance essentielle, catégorique. Quand la politique et la religion s'associent, c'est toujours de la politique et sans doute une leçon de morale. Tout se dit ici et maintenant. Unité de temps, de lieu, unité d'action. Hans Holbein le Jeune est un peintre et graveur allemand, né vers 1497 et mort en 1543. Immense peintre de la Renaissance, voyageur et diplomate lui-même. La dernière partie de sa carrière se passe à Londres, justement, au service d'Henri VIII. Il est le peintre officiel de la cour d'Angleterre. Peintre humaniste par excellence, grand technicien, virtuose, mais surtout homme de culture, passeur d'idées. La peinture est une pensée qui se voit, causa mentale, selon Léonard de Vinci. Au fond, nous sommes devant un triple portrait. Un fil, invisible, étendu entre trois paires d'yeux, formant un triangle presque parfait, presque isocèle. Le peintre étant situé à droite en face de Georges de Selve. Mais venons-en au fait. Le réalisme de la composition est tel que les personnages nous feraient oublier que l'action se noue là, sur cette console, dans ce parcours balisé. Une sphère céleste, une horloge solaire, des cadrans de navigation peut-être, un cadran solaire, un turquet, un livre fermé, un globe terrestre orienté sur l'Europe et précisément, ça c'est extraordinaire, sur Polisy, le domaine de Dinteville. Un livre d'arithmétique tenu entrouvert par une équerre, un compas, un luth, un livre de psaumes luthériens bien ouvert, dont la partition est très lisible et interprétable aujourd'hui encore. 4 flûtes complètent le répertoire musical. En fait, nous sommes devant une ode, un véritable hymne à la science mathématique qui rassemble l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Un hommage à l'intelligence humaine, à la soif de découvrir, d'analyser l'univers, de le comprendre, de maîtriser l'espace et de dominer la nature. Une confiance dans le pouvoir d'invention des hommes. Les objets sont loin d'être anodins, ce ne sont pas nos compagnons du quotidien. Ce sont les objets d'une élite. Ils proviennent d'un cabinet particulier, d'un laboratoire de pensée, je dirais, d'un univers de recherche, de calcul, d'hypothèse, de confrontation, de la méthode, de la précision d'une belle mécanique de la raison. 2 ambassadeurs donc, 2 politiques,
l'un issu du monde civil, l'autre issu du monde religieux, réunis devant nous par une autre diplomatie qui serait celle de la science, une passion exigeante de parcourir le monde physiquement et intellectuellement. On sait maintenant enfin que la Terre est ronde, d'en découvrir les mécanismes et les secrets, d'aller toujours plus loin. Alors, sacrilège, ces deux hommes seraient-ils hérétiques? Où est Dieu dans tout cela? Voilà la grande question que pose l'homme pensant, cet homme de la Renaissance. Dieu est-il encore le grand et unique ordonnateur de l'univers? Dieu dépassé par celui qui l'a créé à son image? César, trahi par Brutus? Ne serions-nous là que dans la démonstration d'un monde temporel? L'esprit est là, mais où est donc l'âme? Nous sommes pourtant au cœur de l'Europe, nous sommes à Pâques. Pâques, Christ est ressuscité. Et nous savons que Georges de Selve fut un ecclésiastique certes érudit, mais qu'il fut aussi préoccupé au plus haut point de l'unité de l'Église, particulièrement inquiet de ses dérives et du développement du protestantisme. Tout est fortement présent, incarné ici, tout est construit dans une confiance totale dans la réalité de deux hommes réunis par l'amitié, la recherche, la richesse et la science. Tout est matériel ici, de la chair, d'humeur et de sang, aux objets de bois et de métal. Ils sont jeunes, dans la force de l'âge. Georges de Selve s'accoude sur ce petit livre rouge sur la tranche duquel est écrit en latin Aetatis suae, 25. L'âge de Jean de Dinteville est gravé ou brodé sur le fourreau de sa dague, Aet suae, 29. Et la date de leur rencontre est donnée précisément par le cadran solaire, 11 avril 1533. L'horloge fixe l'heure exacte. Nous sommes à Pâques. Christ est ressuscité. Dieu est là, j'ose dire, comme embusqué, en haut à gauche, crucifié. Je suis sûre que vous ne l'avez pas remarqué. Le corps exsangue, de profil, minuscule silhouette presque indéfinissable. Et d'ailleurs, Dieu est partout dans ce tableau. La corde cassée du luth et le livre de cantiques parlant par sa voix. Me vient à l'esprit ce tableau de Francis Bacon, l'un des nombreux portraits d'Innocent X électrocuté sur son trône de pape, et ce détail ironique et tragique d'une épingle à nourrice tentant maladroitement de raccorder les pans d'un rideau rouge mité devant lequel Innocent X hurle. Nous sommes si peu de choses, et tout passe. Nous devrions nous en souvenir. Nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve, nous disait Héraclite. Donc, ce portrait de deux hommes jeunes, sûrs de leur puissance, en ce jour de Pâques 1533, ce portrait d'apparence, de parade, qui semble destiné à la vie éternelle, il est d'ailleurs encore intact aujourd'hui au XXIe siècle, est voué inexorablement à la disparition et au même titre que les œuvres humaines. Ce n'est en fait pas exactement un portrait, c'est plutôt ce qu'on nomme une vanité, une représentation allégorique de la mort, une évocation irrémédiable du passage du temps, de la vacuité sans limite des passions et activités humaines. Le peintre nous propose un monde en équilibre extrêmement fragile qui ne tiendrait en fait qu'à un fil, à cette corde du luth cassée. La science, la connaissance n'y peuvent rien, d'autant plus qu'une forme monte, glisse lentement le long du tableau, flottante, ectoplasme, gênante, disproportionnée, inquiétante, entêtante. Je suis sûre que vous ne l'aviez pas exactement remarqué. Dieu est là. Si dans cette salle de la National Gallery,
vous vous déplacez en fait vers la droite, regardant toujours le tableau, vous verrez se développer, se gonfler un merveilleux crâne, une tête de mort parfaite et grimaçante. C'est une anamorphose, ce que l'on nomme une perspective secrète, qui témoigne de la virtuosité illusionniste du peintre, en ajoutant encore à la complexité de lecture de l'œuvre. De face, nous voyons deux jeunes hommes érudits, deux humanistes heureux de leur amitié savante, et de côté, nous assistons à l'apparition lente, à la montée inexorable d'une tête de mort. Cette deuxième image mettant à distance la première. Impossible de les regarder dans le même temps. L'une efface l'autre. Dieu nous le rappelle, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir.